a un petit moment, là, 45 minutes même, pour discuter avec la synthèse de Rachid Salmi. Donc, merci Rachid qui a pu en un temps record faire la synthèse des différentes interventions de la journée et des discussions. La parole est à toi. Merci Fabrice. Attends d'abord voir le résultat, pour voir si j'ai vraiment pu faire la synthèse de débats aussi riche par les contributions de toutes et de tous. Donc je vais commencer par vous remercier parce que c'était passionnant. Moi, j'en ai tiré énormément de choses. Et vous m'excuserez, je ne vous regarderai pas tout de suite parce que je me suis mis mes petites notes sous les yeux, donc je regarderai un petit peu vers le bas. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'il y a, j'ai vu un pic, si je ne me suis pas trompé, de 104 participants à un moment ou à un autre. En fin de matinée et que je vois que nous sommes encore 63 à cette heure tardive d'une longue journée de séminaire. Donc bravo, je crois que ça prouve que nos intervenants, nos invités ont apporté des choses pertinentes. On va bien au-delà de l'effectif du DU et ça prouve le succès de ça. Il y a un très grand nombre de questions. Là, j'ai pas fait le point sur combien on a eu de questions en tout, mais on a dépassé la soixantaine de remarques, de questions, en plus de vos contributions. Alors certes, on peut être tous frustrés de ce format virtuel, et notamment il y a quelque chose qui nous manque probablement à tous, c'est le moment de l'accueil, le moment des pauses, et pas seulement le café, mais la richesse des gestions que le chat, la conversation, le Q&R, puisque c'est comme ça que ça s'appelle sur Zoom, webinar, ne remplace pas complètement. Et puis le fait qu'à la fin de la journée, eh bien, on puisse encore traîner un petit peu et se retrouver pour discuter, retrouver des gens avec qui on a travaillé, avec qui on a échangé. Voilà, ça nous manque. Alors, en revanche, ça a quand même quelques avantages d'être en virtuel. Je me souviens que pour une synthèse, il y a longtemps, dans un congrès, Marie-Thérèse s'en souviendra, j'avais fait l'effort de compter le nombre de téléphones qui avaient sonné pendant les interventions. Et là, bon, l'avantage, c'est que il n'y en a pas. Et puis, il y a un autre avantage, c'est que je ne vois pas s'il y a des gens qui courent pour aller prendre leur train, vu le peu de nombre de trains qu'il y a en ce moment, et les relatives difficultés que l'on a encore pour se déplacer. C'est peut-être un avantage. Autre élément qui n'est pas encore dans le cœur de la synthèse, mais c'est simplement pour vous dire que tous les échanges, tous les partages de documents que notamment l'équipe de Santé publique France a fait donc tous ces liens vont être récupérés et vont être envoyés par l'équipe d'animation aux gens qui s'étaient inscrits et qu'on aura remarqué comme étant participants. Et puis pour les étudiants du DU, bien sûr, comme d'habitude, on vous donnera une copie des supports que les participants voudront bien partager, quitte à élaguer des choses si vous ne voulez pas tout partager, ça c'est pour les participants. Après, je vais dire que ce colloque, il a été assez typique du genre de colloque que l'on a pu organiser pour l'instant à la fin de ce DU pour le format qui amène à échanger de manière très riche entre des universitaires, des chercheurs, des présentations doctes, pour reprendre une formulation qui a été donnée par nos collègues de Médecins du Monde, et de témoignages dont leur contribution était un exemple typique, mais on a eu aussi des très riches témoignages de la part des confrères de la passe, de la passe mobile du CHU de Bordeaux. Et je crois que ces échanges et cette complémentarité
de vue et la contribution dans les questions et réponses des gens qui étaient plus du côté des institutionnels, les représentants des associations, les représentants des hôpitaux ou des structures de soins, les représentants du côté universitaire, qui font la richesse de ce colloque, mais aussi qui font tout l'esprit de ce diplôme d'université. Je reviendrai aussi sur certains points qui ont été évoqués par Simone Mattoulin-Pélissier. Premièrement, déjà, sa présence qui montre que l'ISPED est un soutien très très fort, institutionnel, pour la formation et l'accompagnement des acteurs de la précarité et également pour un soutien très très fort à les activités purement académiques autour de la précarité. Et de ce point de vue-là, suite à ma question, j'ai trouvé très enthousiasmant le fait qu'il y ait en place la mise en place de cette équipe de recherche ACT autour de Carole Dufouil, autour reliant la recherche interventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a deux mots-clés ici qui est recherche parce qu'on est en milieu académique, mais interventionnel parce qu'on est orienté vers l'action autour des publics cibles. Il y a aussi la promotion de la santé qui va apparaître dans cette équipe de recherche. Et vraiment, notre démarche et nos actions, ce sont des actions de promotion de la santé. Il y aura aussi dans cette équipe toute une réflexion de l'utilisation des bases de données administratives. Et alors là, j'ai une double satisfaction. La première, c'est que cette sous-équipe, cet axe, va être dirigé par Florence Saillour-Glénisson, qui est mon adjointe du côté du CHU dans l'unité d'évaluation des méthodes d'évaluation, et de voir qu'elle prend cette orientation d'accompagner nos réflexions collectives sur comment on peut renforcer les données, comment on peut renforcer la réflexion sur les indicateurs autour de la précarité. C'est extrêmement satisfaisant. Puis le quatrième mot-clé des axes de cette équipe, c'est inégalité. Bien sûr, on est au cœur et on a vu la richesse des discussions, pas faciles, quelquefois délicates d'un point de vue politique, d'un point de vue éthique, autour des inégalités. Pour reprendre ce point sur les bases de données et sur les indicateurs, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt lors d'une discussion, c'est quelque chose qui est récurrent. Chaque année, on dit comment on peut accompagner les acteurs, les associations, dont le cœur du métier, c'est pas de produire de la statistique, c'est pas de faire de l'épidémiologie, c'est pas de faire de la recherche, mais comment les accompagner pour qu'ils puissent produire des indicateurs qui leur soient utiles pour leur pratique et qui en même temps alimentent une recherche qui leur permettra, dans ces résultats, de voir à quoi sert leur action, quel a été l'impact réel et qui palliera certaines des difficultés que Jérôme Wittwer a très bien évoquées. C'est-à-dire qu'on a malheureusement une vision très macro, très top-down des indicateurs statistiques qui sont disponibles ou des indicateurs économiques, puisque c'est la vision de Jérôme Wittwer. Et moi, j'ai trouvé absolument passionnant tous les chiffres qu'il a montrés. Alors moi, je suis épidémiologiste, donc j'aime bien les chiffres, mais c'est pas tellement ça. C'est en même temps, il a absolument bien révélé ce que Simone Mattoulin donnait dans le cycle de la santé publique en disant la première chose qu'il faut faire, c'est documenter. Et en même temps, il a bien souligné les lacunes. Les lacunes dans cette vision top-down. Alors d'ailleurs, je voudrais faire une petite diversion autour cette notion de top-down, parce que c'est vrai qu'on nous impose des recueils de données, mais il ne faut pas oublier que le recueil de données, il va
bottom-up, comme on dit. C'est-à-dire, c'est les gens de terrain qui fournissent l'information clé qui permet aux décideurs de regarder ce qui se passe sur le terrain. Mais Jérôme a bien insisté sur toutes les difficultés et la frustration que l'on peut avoir en tant qu'acteur ou en tant que chercheur, parce qu'on n'a pas cette vision micro. Alors c'est en lien avec le fait que les acteurs locaux ne sont pas suffisamment nombreux. Et je reviendrai sur cette notion, parce que je crois qu'elle a été évoquée un peu indirectement. Mais aussi lié au fait que on se prend, on prend pas la peine par manque de temps et parce qu'il n'y a pas l'impulsion pour aller recueillir les données. Alors, il a parlé des dimensions sociales. Et je voudrais faire le lien avec ce qui a été discuté sur cet équilibre très précaire, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots, entre la protection de la vie privée. On veut respecter le fait que les données appartiennent avant tout aux individus et que si on utilise ces données-là, il faut avant tout que ce soit utile pour eux. Donc la protection de la vie privée et puis la nécessité de documenter des choses importantes. Et je pourrais évoquer ici le débat récurrent très français sur les statistiques ethniques. Or, toute la journée, on a entendu parler par les différents intervenants du fait que les populations les plus précaires, c'est des populations qui ont des particuliers, qui sont spéciales, qui sont uniques, qui ont leurs caractéristiques propres, dont certaines sont liées, on l'a bien vu à travers les statistiques, les données que nous a montrées Jérôme Viter, au pays d'origine, donc indirectement à l'ethnie, à la culture, à la langue qui a été évoquée par beaucoup d'intervenants. Et donc là, moi je pense qu'il va falloir quand même qu'il y ait une remise à plat à un moment courageuse d'un point de vue politique pour dire comment on peut arriver à avoir toutes les données dont on a vraiment besoin au niveau décisionnel politique, au niveau du territoire et au niveau des acteurs pour l'intérêt des populations pour lesquelles on essaye d'améliorer les choses, mais dans une vision éthique de respect de la personne, de protection de la vie privée. Voilà. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Simone Mattoulin, elle nous a présenté le cycle de la santé publique. Donc, on a vu des données qui permettent de documenter ce qui a été appelé la bascule, la catastrophe, la crise, le creusement des inégalités. Donc ça, on a vu, y compris les limites, je les ai évoquées. On a vu ça aussi à travers l'intervention de Marion Lenoir. Ce qu'elle nous a présenté, c'est des choses dont on a tous entendu parler ou sur lesquelles on a lu dans les médias, mais elle nous l'a rendu extrêmement vivant, avec l'importance du drame qui s'est vécu dans le milieu des étudiants. Mais on a entendu la même chose par l'équipe de Ronan Tanto et Pierre Mouton, pour les gens qui sont hors des systèmes d'accès aux droits et aux soins, et à nouveau par l'équipe de Morgan Garcia et Alban Daméry. Donc ça, on a documenté. Maintenant, deuxième étape qu'a évoquée Simone Mattoulin-Pélissier, c'est de comprendre les déterminants. Et de ce point de vue-là, tous les témoignages ont été importants, mais ce qui me semble aussi intéressant, c'est de voir l'approche qui a été présentée par Élodie Richard et Stéphanie Van der Toren, qui me semble importante pour plusieurs choses. Premièrement, c'est que ça vient d'une institution nationale, Santé publique France, avec une prise de conscience de l'importance de ces populations, ça c'est assez ancien, mais aussi du fait que
dans une approche qui n'est pas purement épidémiologique, mais dans une approche qui intègre la réflexion qu'on voit habituellement en sciences humaines et sociales autour de la promotion de la santé, des approches mixtes et des approches dans lesquelles la première étape, qui est d'identifier l'ampleur du problème, c'est d'avoir une approche qui soit participative, qui utilise ce qu'elles ont appelé le savoir expérientiel, et puis qui rajoute cette dimension d'évaluation. Également, l'analyse des besoins et des contextes qui ne peut pas être faite uniquement avec une revue de la littérature, qui ne peut pas être faite uniquement avec une vision purement académique, mais qui doit justement s'asseoir sur l'expérience des acteurs. Et cette vision, je pense on l'a vu, alors je fais allusion là plus particulièrement à l'exposé d'Élodie Richard et Stéphanie van der Toren, mais on l'a bien ressenti aussi à travers l'exposé de Marion Lenoir, avec la réflexion sur les représentations, les aptitudes, les compétences et l'inclusion des publics cibles dans la réflexion. Et également à travers les exposés de la passe mobile du CHU ou de médecins du monde. Et voilà. L'autre chose qui est ressortie très très fortement à travers les différentes interventions, ça m'a semblé extrêmement fort, ça comme témoignage, c'est la capacité que les acteurs ont eu de réagir rapidement, de mobiliser des bénévoles, ce qu'on peut voir comme très positif parce que ça a permis de ne pas attendre que l'inertie des grandes institutions, comme ça a encore été discuté en fin d'après-midi, puisse réagir alors qu'on était en crise aiguë, mais aussi la mobilisation que tous les acteurs ont citée de leur réseau et que finalement, presque personne n'a travaillé dans son coin. Et très rapidement, il y a eu une mobilisation. Et je ne vais pas citer tous les partenaires qui ont été cités par les uns et par les autres, parce que là, il y a l'ARS, il y a l'université, il y a le Crous, il y a des mutuelles, il y a d'autres associations, des ONG, petites ou grandes. Marie-Thérèse a évoqué les citoyens qui sont spontanément mobilisés et qui font qu'il y a eu une réponse en réseau. Il y a eu le privé aussi qui a été évoqué à propos de l'eau, si je me souviens bien, le département avec la MDS. Mais il y a peut-être une leçon à tirer, c'est que il me semble que un des messages qu'on a entendus autour de cette capacité de mobiliser les réseaux, c'est que ça s'assoit sur des collaborations, des expériences qui ont existé déjà. Alors on peut regretter que à chaque fois, il faille remobiliser le réseau. Et ça pose la question qui est revenue, un mot qui est revenu assez régulièrement tout au long de la journée, de la pérennisation, hein, avec des succès qui ont été évoqués par Morgan et Alban, le fait qu'il y a des dispositifs qui ont été lancés par des ONG et qui sont repris à leur compte par des institutions. Mais se posera quand même la question de la pérennité des dispositifs, et puis qu'on n'oublie pas mon expérience personnelle, même si cette pandémie a été quand même la crise probablement que la plupart d'entre nous avons vécu parmi les plus graves, mais ce n'est pas la première crise qu'on a eue. Moi, j'ai été mobilisé sur des groupes de travail autour du sang contaminé, autour de la vache folle, autour de la grippe H1N1, au cours du chikungunya. Et quand même, ce qui caractérise nos institutions de santé publique ou de santé en général, c'est une capacité à oublier et à ne pas complètement intégrer les leçons de chaque crise.
Alors, il a été ressorti plein de choses positives, y compris cette question qui a été posée dans le chat là, et que Fabrice a reprise. Cette crise est-elle vraiment une opportunité pour faire avancer les choses? On le verra. Le Ségur de la santé a été évoqué. Le Ségur de la santé publique est en cours. Se pose quand même, vous l'entendez tous comme moi, la question de jusqu'à quand on va pouvoir faire traîner la dette et jusqu'à quand ces dispositifs pourront-ils survivre et comment on va réellement transformer le mode de raisonnement sur le fonctionnement du système de santé, notamment du système de santé publique. Ayant un pied dans l'hôpital, je peux dire que effectivement, on commence à parler du monde d'après. Fabrice a évoqué le fait qu'on est à un tournant où on va peut-être passer de la réduction des lits, du nombre de lits, à la réduction à une réaugmentation du nombre de lits. Moi, j'entends quand même que se pose encore beaucoup dans le mode de fonctionnement la question de l'équilibre budgétaire. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un système qui est encore, malgré ce qui a été dit sur aller vers, y compris par l'hôpital, ça a été évoqué par Fabrice, aller vers et donc ne plus avoir autant de barrières entre les différents composants du système d'action, notamment sur les précaires, mais pas seulement sur les précaires, on est quand même dans un système très compartimentalisé, avec d'un côté le système hospitalier, le système privé, le système de première ligne qui est quand même beaucoup basé, d'une part, sur la médecine libérale et d'autre part, sur les acteurs associatifs. Comment on va intégrer ça dans un système de pérennisation pour l'action et notamment envers les publics les plus précaires? Tout ça reste à définir. Alors, je veux bien être optimiste, mais j'attends de voir concrètement comment tout ça va se traduire. Alors, j'ai beaucoup parlé. Il y a aussi des grandes questions qui ont été posées autour de du rôle politique. Voilà, et ça, il ne faut pas oublier à la fin de ce mois, il y a des élections. L'année prochaine, il y a une élection cruciale et que, comme ça a été très bien expliqué par Jérôme Widmer, notre rôle en tant qu'acteur et en tant que citoyen, c'est aussi d'être sûr que les gens que l'on va envoyer en condition de décision garderont un modèle qui sera ouvert à ce qu'on défend dans ce DU, dans ces conférences, dans ces colloques, c'est-à-dire une réflexion tournée vers les besoins des plus fragiles et des plus précaires. Bon, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une synthèse. On verra comment vous réagirez. Voilà tout ce que j'ai pu faire. Je vous remercie pour votre attention. On a encore un petit peu de temps pour la discussion, si vous le souhaitez. Fabrice, je te redonne la parole. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rachid. Il faut que tu nous le fasses passer comme une synthèse de la journée quand même, au même titre que les autres présentations, je pense, parce que tu résumes. Alors je ne sais pas si c'est encore enregistré. Si ça a été oui, c'est encore enregistré. Donc on pourra essayer de le transcrire et puis je donnerai mes notes à Céline et on verra ce qu'on pourra en faire. Voilà, je pense qu'un document écrit d'une page, une page et demie, qui reprend ces points qui ont été soulevés, hein, la question de la collecte d'informations, avec quels moyens, hein, par rapport, on y revient effectivement à la protection individuelle, quoi en faire, comment intervenir, comment évaluer l'intervention, hein, c'est des questions qu'on se pose tous les jours, hein, dans la recherche clinique, et là, elle a d'autant plus de sens parce qu'on y met des dimensions qualitatives, hein, et qui sont sensibles, des dimensions sensibles. C'est plus facile, hein, ça fait 10 ans, effectivement, 12 ans, encore une fois, que je tourne autour du pot pour générer des questions de recherche, hein, c'est très complexe, hein. Pour ma part, j'ai fait plusieurs essais thérapeutiques cliniques, c'est facile à faire, on a un critère de jugement qui est souvent binaire, on teste un médicament, on regarde si ça marche pas selon des critères qui sont des critères forts, biomédicaux,
Mais là, on est dans une dimension qui est tout autre, hein, et ça fait effectivement un petit moment qu'on se pose la même question avec Rachid. Je suis très heureux également qu'il y ait cette unité au niveau de l'INSERM qui se mette en place, qui est dévolue en grande partie à réfléchir sur ces questions d'inégalité sociale de santé, et bien, qui intègre effectivement des questions humaines, sociologiques, philosophiques, etc., etc. Donc très transversal. C'est à mon avis la science de demain. On ne pourra pas séparer aujourd'hui le biomédical de ces aspects qualitatifs sur lesquels on travaille déjà. Donc merci beaucoup Rachid. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a Alors, des... est-ce Oui, que vous voulez qu'on donne la parole du coup aux spectateurs? On mais peut je leur pense, permettre oui, d'activer leur micro pour qu'ils vous je posent du pense coup que le les moment est questions. venu. Vous pouvez Ok, tout Oui, ça serait débloquer. très bien. Ça serait très bien. Vous d'accord. pouvez tout débloquer et ouvrir. Je vais essayer de voir comment on peut filtrer. Mais enfin, intervenez, présentez-vous peut-être Bah, simplement si du vous coup, ils prenez peuvent la parole. lever la main peut-être. Vous pouvez lever la main. Ouais. Voilà. Et si je vois une main qui se lève, ou Alors, bien il faut peut-être indiquer où est-ce qu'on lève la main. À côté de leur nom À ou en côté de bas. votre nom, Ouais, ou en bas, il y voilà, a... quand vous regardez, vous ouvrez les participants, en bas, vous pouvez vous mettre en sourdine, ce qui est le cas, s'il faut le faire quand vous n'intervenez pas. Et à droite, vous avez levé la main. Donc, vous cliquez sur la liste participants en bas. Là, il y a 62 participants encore à cette heure-ci, bravo. Donc, vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir la liste des participants et vous pouvez cliquer sur lever la main en bas à droite, si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours aussi écrire dans le QR. Alors, après, je suis désolée, je suis en train de le faire un par un du coup, donc ça prend un petit peu de temps. Donc, patience, patience. Emmanuel, j'avais lancé Emmanuel justement sur la dimension sociologique du secret, enfin justement des données individuelles. Est-ce que Emmanuel Langlois veut commenter? Juste, Peut-être. oui, ça marche, oui. J'ai un petit commentaire par rapport à ce que Rachid a dit. Vous m'entendez pas? Emmanuel, on t'entend pas très bien, Très bien, alors je vais m'approcher. un peu plus fort. Effectivement, par rapport à ça, effectivement, bon, moi, évidemment, je serais amplement partisan pour qu'il y ait la plus grande disciplinarité possible sur ces questions de précarité, puisque comme on l'a vu, ce sont des phénomènes complexes qui méritent, qui réclament de toute façon des approches en termes de connaissances sous des angles très différents. On voit très bien que soit on ne connaît pas, soit on connaît mal, soit on connaît imparfaitement. Mais ce que montre la journée aussi, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux approches participatives. Ça, c'est encore un petit peu autre chose, puisqu'effectivement, ça me paraît un cran supplémentaire dans la réflexion, c'est de développer des méthodes participatives qui impliquent, qui font sauter un petit peu, ou en tout cas qui requestionnent la barrière entre les acteurs, ce qu'on appelle les acteurs de terrain, et les acteurs académiques, en quelque sorte, parce qu'on voit très bien que sur la précarité, on ne peut pas avoir non seulement de données, mais de compréhension des phénomènes si on ne développe pas des approches participatives. Alors évidemment, ça veut dire que d'une part, nous, du point de vue académique, on est ce mouvement-là, mais aussi on sait très bien qu'il y a beaucoup d'associations, d'acteurs de terrain qui ont aussi maintenant la compétence. Voilà. Ce n'était pas forcément le cas avant, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de compétences chez les acteurs de terrain et la possibilité de faire des recherches conjointes, à la fois pour produire des données et pour donner un sens à ces données. Voilà. Et tout ça existe maintenant. Voilà. Donc, moi, c'est un petit peu ça que je veux retenir, que voilà, en termes
production de cette connaissance-là, elle me semble, elle me semble devoir être la plus large possible. Et comme le disait Rachid, sur les questions de précarité, dans cette manière d'approcher la précarité, je ne vois pas comment on peut décemment faire autrement. Voilà. Merci Emmanuel, c'est important ce que tu dis et je pense que c'est juste, évidemment. On a vu une évolution quand même sur cette décennie, je trouve, de la maturité. Moi, je connais bien les passes, effectivement, donc on a vu comment ont évolué les choses, hein, d'un début, d'un certain amateurisme, d'un tâtonnement. Ce n'est pas un amateurisme d'ailleurs, c'est un tâtonnement des situations et qu'aujourd'hui, ils se sont, parce que moi je suis bien sûr un peu loin, mais ils se sont accaparés un certain nombre de concepts et de méthodologies qui permettent sans doute d'évoluer et de progresser dans la connaissance. Les questions se posent des outils, les questions, donc c'est une question qu'on se posait pas autrefois, des outils. Si on se pose la question de l'outil, c'est qu'on a réfléchi, enfin c'est Marie-Thérèse qui le soulevait tout à l'heure, mais on voit bien que c'est une préoccupation. Et si on se pose la question de l'outil, c'est qu'on se pose la question du relevé d'informations quelque part, qui ne faisait peut-être pas partie trop des considérations il y a quelques années. Donc on sent bien effectivement que les choses évoluent. On l'a senti également dans le discours de Médecins du Monde et la mise en application, c'était celle d'Élodie Richard, hein, où on sent qu'effectivement, là, il y a un cercle vraiment vertueux d'alimentation. Hein. La décision, elle a été réfléchie, construite. On est allé sur le terrain, on s'est approprié les questions avec les personnes et puis on fait remonter de l'information, hein, au cœur du système de Santé publique France, qui est pourtant un gros système qui va permettre peut-être après de retomber sur différentes populations. Donc je suis assez d'accord avec ce constat. On est sans doute prêt à avancer plus avant dans des stratégies de recherche opérationnelles. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ou des discours? Il y a un merci, j'ai vu dans le chat. Un seul merci, c'est un peu décevant quand même, on pourrait en avoir plus. C'est pas encore fini. Il y a Clio Sanders qui lève la main. Il y a Clio, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour toutes les interventions et la synthèse que j'ai trouvée très, très intéressante. Juste, oui, en fait, c'était pour rebondir sur justement les notions économiques et sociologiques, sur les gradients sociaux qui demandent à évoluer, etc. Et l'autre remarque, Monsieur Bonnet, sur le fait que justement, on cherche, nous, acteurs de terrain, à justement obtenir en fait des chiffres, des choses comme ça, et que c'est très, très compliqué à notre niveau. Je trouve qu'on manque beaucoup d'observatoires, en fait. À notre niveau, c'est assez compliqué parce qu'en fait, c'est juste pas notre cœur de métier d'être, moi, pour ma part, je suis soignante, donc voilà. Et c'est vrai que ça demande vraiment à être développé. Je vois même rien qu'à notre niveau, nous, sur les rapports d'activité qu'on doit rendre, enfin, c'est un casse-tête énorme parce que bon, c'est assez chronophage pour nous et puis on n'a pas forcément non plus la méthode en fait et savoir quoi exploiter comme chiffre. Et c'est vrai qu'il manque peut-être un intermédiaire à ce moment-là entre les grandes études d'économie ou de sociologie sur le sujet et les acteurs de terrain, quoi. Je trouve que ça manque d'intermédiaire. Peut-être que dans d'autres structures, c'est plus présent. Je sais qu'il y a un observatoire sur le 115, ça se développe beaucoup avec le SIAO et tout ça. Mais en tout cas, à notre niveau sur la passe mobile, c'est très compliqué. On aimerait bien avoir plus de méthodes et pouvoir exploiter nos chiffres. Voilà. J'entends. Il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi des données effectivement plus qualitatives, mais on se heurte. Oui, tout à fait. Oui. On se heurte mettre en lien. Aux problématiques d'autorisation, hein, et de rentrer dans un cadre de recherche. Donc, vous voyez, hein, la frontière, elle est là. Il y a les rapports d'activité qui sont des données effectivement quantitatives générées par un centre de soins ou autre centre. Et puis après, il y a est-ce qu'on veut en faire de la recherche? Et si on veut en faire de la recherche, tout de suite, ça devient extrêmement compliqué en termes d'autorisation, de budgétisation, parce que comme vous le dites, vous êtes soignant et il est hors de question que
ça vous prenne du temps supplémentaire. Donc, il faut arriver à générer du personnel formé et puis surtout à obtenir l'adhésion et la participation des personnes. Et ça, quand on affronte des situations de personnes sans papier, comment voulez-vous qu'elles vous donnent une autorisation d'être fiché, même anonymement, dans un ordinateur pour de l'organiser pour de la recherche? Ça paraît conceptuellement, c'est évidemment un petit peu compliqué à accepter, même pour nous. Donc, c'est cette construction-là que j'espère on va pouvoir appréhender au-delà des questions scientifiques qui restent, hein, parce que si on veut faire de la recherche, il faut aussi se poser des questions scientifiques. Mais c'est ces questions-là qu'il faut qu'on appréhende dans l'unité future qui vient. Et on a les bras opérationnels, on le voit bien, la PAS, Médecins du Monde, toutes les structures qui sont présentes peuvent constituer autant de champs de recherche que nécessaire. Et donc, on arrive là à un paradigme inhabituel, c'est-à-dire qu'on a des questions, on a des gens qui sont prêts à répondre à une sollicitation en termes de recherche, à condition qu'on les aide. Il ne s'agit pas de le faire à budget constant, évidemment. Mais c'est toute la structure, finalement, de la recherche au-dessus qu'on n'a pas, contrairement à d'autres situations qui sont beaucoup, beaucoup plus calibrées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Peut-être rebondir sur ce que tu as dit. Il y a, tu as évoqué le qualitatif. Je pense que c'est très important. On a vu à travers toute une partie de ce qu'a présenté Stéphanie, ce qu'ont présenté Stéphanie et Elodie, qu'il y a quand même toute une dimension qualitative qui est fondamentale et qui a peut-être pas les mêmes contraintes, non pas de rigueur méthodologique, hein, parce que là, on a exactement la même rigueur méthodologique, mais peut-être de faisabilité que les grandes études épidémiologiques. Alors, je ne devrais pas plaider contre mon camp, bien sûr. Je veux dire que l'épidémiologie est très importante. On l'a vu aussi. Mais il y a quand même toute une dimension. D'ailleurs, j'en profite pour saluer, je pense qu'elle est dans l'auditoire, Anna Rivadeneira, qui non seulement intervient dans le DU sur les inégalités de santé, avec sa vision de sociologue, mais aussi avec son expérience de personne du terrain. Parce que si je ne me trompe pas, elle est bénévole chez Médecins du Monde. Pas de questions autres. Moi, je voudrais remercier Monsieur Ordinateur. Je pense que derrière Monsieur Ordinateur, il y a Patrick Henry qui se cache. Donc, je voudrais souligner qu'il est à l'origine quand même de ce DU il y a une douzaine d'années, un peu plus peut-être, s'il veut intervenir. Donc, le remercier publiquement une nouvelle fois pour les efforts qu'il a fait. Professeur des universités, il a travaillé ensuite à Médecins du Monde de longues années et il a généré donc ce DU que j'ai repris ensuite avec beaucoup de richesse. Voilà, mais je voulais lui apporter mon amitié. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore connecté. Mais si, ordinateur est connecté, mais... Alors, je ne le retrouve plus. Ah si, il est tout en haut. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Ordinateur a son micro ouvert, donc peut-être que Patrick Henry va intervenir. Monsieur Henry, vous nous entendez? Non, on n'entend pas en tout cas. On ne vous entend pas, je ne sais pas s'il y a... Ah, dommage. Eh bien, écoutez, on va clore cette journée. Je voudrais remercier une nouvelle fois Rachid et Marie-Thérèse Salmy, Céline Voix pour l'organisation, le comité pédagogique. Et encore une fois, ça ne serait pas fait sans... Voilà. Et Delphine Manceau et Florence Lamarque, qui sont nos médiatisatrices et qui ont joué aussi un rôle fondamental dans l'organisation de ces journées. Merci à toutes. Le back-office, comme on dit. Ouais, bonjour. Ouais. Merci au back-office.
Merci au back-office, à toutes les personnes là, qui ont organisé, qui ont permis l'organisation. Alors, c'est mieux que l'an dernier où on n'avait même pas pu faire quoi que ce soit, hein, parce qu'évidemment, cette journée avait été impossible à tenir, hein, pour des raisons que vous comprenez bien. Aujourd'hui, c'était en distanciel, avec quelques avantages qu'a souligné Rachid, mais je ne suis pas sûr que ça les emporte sur les désavantages de ne pas aller boire un verre à la sortie de cette journée, quand même si les terrasses sont ouvertes, sous l'orage, en tout cas pour Bordeaux. Et vous avez le droit de mettre vos caméras, peut-être, tous, pour faire une photo de famille. On peut faire ça, Céline, ou pas? Il n'y a que les pénalistes qui peuvent faire ça. Donc... Ah, les voilà. panélistes, pardon. Il n'y a que les finalistes. Ouais. Donc, on va vous remercier une nouvelle fois pour votre participation. Alors, il y a quelques questions-réponses. Oui, c'est des remerciements. Donc, merci à vous d'avoir mobilisé votre journée, hein. J'espère que vous en avez tiré quelques résultats. Et aux participants du DU, ben, on se retrouve très bientôt pour… dès demain. Dès demain matin. Voilà. Il y a encore une séance pour demain matin. Une séance demain matin et très vite ensuite pour d'autres aventures. Peut-être dernier point, c'est qu'il y a un questionnaire d'évaluation qui vous sera envoyé par Céline. Et bien sûr, comme pour toute activité d'échange, c'est très important que vous nous disiez ce qui vous a plu et puis éventuellement ce qui vous a moins plu. À part le fait que ce soit virtuel, ça on le sait. Pour toujours essayer de faire mieux, c'est le principe de l'évaluation. Marie-Thérèse, le mot de la fin. Nos étudiants pour leur assiduité et leur permanence. Ils ont été, bien qu'en visuel, très très présents. Ils ont aussi pu échanger, bien que non présentiel, hein, et ça ne compense pas, mais je pense qu'ils ont quand même bien suivi tous leurs cours. On finira demain avec une intervention sur, là encore, inégalité sociale avec une maître de conférence universitaire, Clémence Thébault, et qui fera un topo de 9h à 11h. Et ensuite, on prendra un temps avec moi pour finaliser le DU, leur évaluation et les choses à améliorer ou les choses qui n'ont vraiment pas marché selon eux. Voilà. Je les remercie encore infiniment. Je remercie également Céline, Florence et Delphine pour toute l'aide apportée au cours de ces 7 modules depuis décembre, qui a vraiment permis à ce DU de se dérouler malgré tout, et bien sûr à tout le comité pédagogique pour l'avancée, et aussi aujourd'hui à tous les participants qui ont rendu cette journée bien belle et riche. Merci encore, et voilà, à demain pour les étudiants, ne pas oublier. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, Au revoir. bonne soirée. Au revoir.